On repart avec, j'appelle ça guerre froide industrielle, j'en sais rien. En fait, j'ai vu ça. La Maison Blanche affiche, on va peut-être voir ça, capture d'écran de la Maison Blanche, ça fait très stylé. Liste des entreprises qui sont en train d'investir dans l'électrification automobile. Donc, c'est la cible prioritaire de l'IRA, très clairement. Et tous les Européens sont là. Voilà. Donc, allez voir, site de la Maison-Blanche, ça se trouve assez facilement. De BASF à Solvay, c'est-à-dire il y a les chimistes au départ sur la batterie, jusqu'aux constructeurs automobiles. Et assez clairement, on se dit qu'il y a là, en gestion rapide, une filière qui va se structurer très, très efficacement. Bénédicte, avant de rentrer dans le détail de ce qui est en train de se passer, toi, tu as un point de vue particulier là-dessus. Voilà, vous voyez là donc Oui, j'ai un point de vue particulier, c'est-à-dire je dis bravo, et je trouve que le gouvernement américain montre qu'en conjuguant la croissance et les questions du climat, en fait, on relance l'économie, et ça me casse les pieds, vraiment, fondamentalement, pour ne pas dire plus, de voir que de notre côté, on est uniquement toujours sur les questions de taxes et de machin. Et je trouve que c'est deux poids, deux mesures. Et cette espèce de pragmatisme américain qui considère que l'opportunité de la planète est une opportunité industrielle majeure et nous refait le coup du plan Marshall, enfin tout ce qu'on veut sur leur propre sol, je ne comprends pas comment on n'y est pas encore chez nous. Et à côté de ça, là, on parlait des retraites tout à l'heure, je voyais sur des palettes qui étaient en train de brûler, avec des syndicalistes de la SNCF qui avaient mis tout un bazar avec des pneus. À côté d'eux, il y a un jeune type qui est venu dire « mais vous êtes en train de brûler la planète » et le mec a dit « ta gueule » ou je sais pas quoi, c'est pas le sujet. Et je me dis qu'on n'a pas été capable de faire converger l'économie, la croissance et les questions vertes en France aujourd'hui, dans les organisations, la RSE et les RH sont chacun dans leur couloir de nage. Tout le monde, en fait, est bien pensant sur ces questions-là. Et pendant ce temps-là, les Américains mettent du pognon sur la table pour faire avancer leur schmilblick. Et ça m'énerve. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on attend ? Voilà, c'est ça. Excellent. Tu parles comme le patron de Repsol. Le patron de Repsol, il y avait une grande réunion, j'ai lu ça ce matin dans les Échos, grande réunion des pétroliers du monde à Houston quand même, voilà. Et le patron de Repsol a dit exactement ça. Il a dit, donc c'est le pétrolier espagnol, vous avez une carotte, on a un bâton. Vous avez des subventions, on a des taxes. Vous avez l'IRA, on a la taxe carbone. Et j'avais pas vu le truc comme ça. Et voilà. Et dans les boîtes, c'est comme ça. C'est-à-dire que dans les boîtes, je vais faire caricatural, et pardon si tu as du courrier à cause de moi, non, mais tu as d'un côté des cahiers revendicatifs sur le social, les augmentations les questions d'inflation, etc., qui sont certes légitimes. Et puis de l'autre côté, tu as des jeunes ingénieurs qui arrivent et qui ont des propos très définitifs et en même temps te balancent des équations très compliquées pour montrer qu'en fait on est à côté du sujet, qu'il faut s'y prendre autrement, etc. Ces gens-là ne se parlent pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tu as la DRH qui écoute plutôt les syndicats. De l'autre côté, la RSE essaie de trouver sa place. Et ça continue à pas se parler. Et c'est grave, parce que c'est quand même des sujets... On n'a pas tant de temps que ça. Bon. Alors, Et la finance est en train de se bouger en disant, bon, dites donc les gars, il me faut de la data un peu précise et un peu auditée, parce que j'ai mes investisseurs qui m'en réclament. Voilà. Bon. Mais on n'en est que là. Ouais, non, mais... Erwan, tu... Non, je partage tout ce qui vient d'être dit. Après, il y a un débat qui monte aussi en ce moment. Moi, j'ai l'impression, tu sais, avec le refus des Allemands sur de sortir la voiture thermique en 2035, que en fait on se dit c'est un peu décourageant parce qu'on se dit quoi qu'il arrive on n'y arrivera pas quoi. À justement impulser un changement. Moi je pense, bon, c'est peut-être ma déformation de macroéconomiste, mais je pense que le changement doit d'abord être macro avant d'être micro. Et c'est par ce genre de changement, de gros signaux macro justement qu'après ça va infuser au niveau local. On en a déjà débattu plusieurs fois, on va pas le refaire sur ce plateau. Je sais qu'on n'est pas d'accord Stéphane, mais moi je pense que cette décision d'interdire en 2035 les véhicules thermiques est une très bonne décision, non pas d'un point de vue économique, mais d'un point de vue environnemental. Parce que c'est tout ce qui va avec, on se dit on change de monde maintenant. Et même si on représente 7 ou 8% de la production mondiale d'automobiles par rapport justement à deux mastodontes, on reste quand même le premier marché et on envoie un signal, peut-être que c'est de la vertu signalée, mais on envoie un signal en tout cas qu'il faut changer.
Et je pense que ce signal-là, combiné... C'est l'Amérique qui est en train de l'envoyer, ce signal-là. En plus, donc du coup, c'est pour ça que ça va dans le bon sens. C'est pour ça que de faire marche arrière, comme le font les Allemands aujourd'hui, parce qu'en fait, ils ont très peur d'être demain la Grèce de l'Europe, à juste titre, à mon avis, on va pas forcément dans le bon sens. Et quand on regarde après, je ne vais pas être catastrophique... Parce que... À la limite, Erwan, si ça avait été, de ce que j'ai compris de cette histoire allemande, si ça avait été parce qu'ils ont peur d'une mutation de leur modèle économique, quelque part, tu aurais pu le défendre. Visiblement, c'est de la politique politicienne pure du ministre des Finances libéral qui est en perte de vitesse et qui veut défendre Porsche dans sa région. On en est là quand même, a priori. De la même manière que le nucléaire et les histoires de 50%, c'était l'accord entre le Parti socialiste et les écolos, et qui a conduit à... Oui, mais c'était il y a 10 ans, tu peux te dire, quand même, la prise de conscience a sérieusement progressé. Quoi. Non, mais je comprends en fait, on est pris en otage de ces gens qui font joujou avec leur image. Et c'est les décisions justement structurelles. Et alors, c'est peut-être le libéral libertaire qui parle, mais on est pris en otage par ces décisions-là, des personnes qui jouent à être président ou qui jouent à justement faire ça et ça. Regarde, t'imagines l'hiver qu'on passerait là, l'inflation, comme on en rigolerait si on avait eu vers Superphénix à l'époque, en 97, si on avait eu la centrale de Bouget en 82. Non, mais alors, je ne veux pas préempter de la réussite des travaux de Superphénix quand même, mais... Toute chose égale par ailleurs, Stéphane, comme on peut le dire, on en rigolerait aujourd'hui de l'inflation. On se moquerait justement des Allemands, on leur rirait, on leur vendrait notre énergie au prix où on voudrait. On aurait été l'Arabie Saoudite de l'électricité. Exactement. L'Arabie Saoudite de l'électricité. Et c'est pour ça que les auditions qu'on a au ce moment-là à l'Assemblée nationale sont excellentes, et je pense qu'il faut que ce soit peut-être suivi potentiellement pas d'une judiciarisation, mais peut-être que des petites peines symboliques d'éligibilité pour les gens qui ont fait strictement n'importe quoi. Excellent. Et pourquoi pas? Non, mais attends, l'Assemblée nationale cette nuit a tenté de voter l'éligibilité pour les conjoints qui sont justement qui frappent leurs violents. Je rentre pas dans le débat, ça me regarde pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on serait inéligible pour une question d'ordre privé alors qu'on a été défaillant d'un point de vue public et qu'on ne peut pas devenir inéligible? Je pose la question dans ces cas-là. La majorité n'a qu'à s'en emparer de cette question-là. Et comme ça nous éviterait d'avoir du renouvellement, de retrouver des mecs... Et donc Hollande inéligible? Pourquoi pas? Il a fait... Excuse-moi... Et Macron, c'est quand même lui qui ferme. Et Macron, Borne, tout ça, inéligible. Et tous ces gens-là. Je pense que pourquoi pas? T'as fauté, t'es éliminé. C'est multidimensionnel. C'est chaud. Un président va forcément faire une erreur dans un domaine. Il doit tous les jours prendre... Et même un mais dans ces cas-là, on qualifie des crimes contre le futur. Dans ces cas-là, tu peux choisir. Je fais confiance à nos juristes pour trouver... En tout cas, je suis pas constitutionnaliste, j'en suis une piste. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on se rend compte que on est dans la période des grands shifts. Ouais. Et ça, on sait dans les organisations, dans les entreprises, qu'au moment des grands shifts, avoir des gens qui ont une vision, c'est quand même... ça fait tout changer. Et ça met la boîte dans de bons rails. Et là, se dire qu'en fait, au moment où on aborde autant de ruptures potentielles, on a potentiellement un manque d'imaginaire, un manque de courage à certains endroits, je trouve que ça fait un peu peur. Oui, mais regarde la réaction. Réaction des grands constructeurs européens donc au fait qu'on n'arrive pas à voter finalement. Les gars, en gros, répondent « Écoutez, on s'en fout en fait. Le train est parti. On y va. Stellantis ne change rien. Renault ne change rien aux décisions stratégiques qu'ils ont prises. » Donc, tu vois, peut-être que cette vision est là quand même. Écoute, ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Parce qu'en fait, sinon, ce qui est en train de se passer, et on va revenir sur le débat des retraites précédents, c'est un risque quand même de fracture de la société. On l'a déjà vu dans plein de domaines, mais il y a avec l'agisme qui rajoute en fait, tu vois, des questions générationnelles, je les trouve cruelles en ce moment. Hein. Je trouve qu'on entend des choses assez dures sur une classe d'âge qui aurait bénéficié de tout et qui serait la cause de tout. Et sans doute... C'est pas tout à fait faux non plus. Quoi. C'est pas tout à fait faux, mais tu vois, ça contribue pas à ramener la paix des ménages dans les organisations et à faire en sorte justement que le fameux index senior et toutes ces questions-là soient traitées avec un peu de discernement. Peut-être qu'en fait, si on suit Erwan, on est tous inéligibles. Bénédicte, toi et moi, tu vois. Tous ceux qui ont voté passer 50 balles, t'es inéligible. Tous ceux qui ont voté pour la retraite à 60 ans, on leur enlève leur carte. Jérôme, l'IRA, tout ça, machin, ça t'intéresse? On est face à une révolution industrielle verte qui va rebattre complètement l'écart de la mondialisation, de l'industrialisation. Et tout le monde se prépare avec un jeu très fort. Les États-Unis, mais pas que. La Chine aussi, déjà depuis les années 2000, prépare le terrain. Il y a le Japon, il y a l'Inde aussi, qui subventionne, qui essaie de créer, de financer
de subventionner les leaders de demain dans de nouvelles technologies. Et pour l'instant, l'Europe est complètement atone et ne fait rien. Oui, mais tu vois, ce qu'il y a de puissant avec l'Amérique, c'est que la Chine, l'Inde, tes grands industriels, tu vas avec méfiance. Propriété intellectuelle, en Inde, la complexité de bouger un mur, enfin, etc. Tout. Les États-Unis, tu fonces. Ah ben oui, non, mais c'est ça qui est puissant. Attention, quand je parle c'est pour ça que je citais BASF, Solvay, j'ai pas mis toute la liste, mais allez voir, ils y sont tous. Les États-Unis, c'est tellement puissant ultra puissant, tout le monde y va. Leurs industriels locaux, ils arrivent à attirer. Mais c'est ça. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Europe ne subventionne déjà même pas à la base correctement ceux qui sont sur le territoire européen. Oui, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas d'un nouvel endettement commun, et que si elle lâche sur les subventions nationales, alors c'est la fragmentation totale de l'Europe, parce que France, Allemagne, Benelux auront les moyens. Mais pas forcément. Je ne parle pas forcément de subventions nationales, mais vraiment au niveau européen. Mais elle veut pas. Bien sûr, on est d'accord. Voilà. Mais c'est bien le problème. C'est bien le problème. Sans compter que ça attire les talents, hein. C'est-à-dire, enfin, je sais plus, je le lisais il n'y a pas très longtemps, que dans l'équipe de Microsoft, dans l'équipe de Google qui cherche à lutter contre ChatGPT, il doit y avoir 10 polytechniciens ou normaliens. Ah, ben ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr. toutes les équipes... Bah oui, mais enfin, des programmes comme ça envoie des signaux aussi à des gens qui ont envie de partir, parce que c'est fascinant de travailler sur ces sujets, là où il y a de l'argent qui arrive, notamment pour des chercheurs qui n'en ont pas en France. Enfin... Séquence inflation. Bon, tu vas dire, Erwan, ouais, tu reprenais l'émission sur l'essence et on refait la même. Alors quand même, un truc intéressant, alors là c'est, où est-ce que j'ai vu ça ? Ouais. Donc, Inspection générale des finances. Ce sont bien les agriculteurs qui profitent le plus de la période, avec un excédent brut d'exploitation 27% au-dessus de son niveau de 2019. Je trouve qu'ils vont un peu vite à calculer ça quand même, l'IGF, soit dit en passant. Bon, mais bref. 27%, parce qu'on est quand même qu'au mois de mars, hein. Bon. Au-dessus de son niveau de 2019, quand celui du commerce et de la distribution n'a progressé que de 0,7%. Quant aux industriels, alors, sur une année, enfin non, sur le second semestre 2022, ils ont un EBE en hausse de 50%, mais c'est du rattrapage de baisse de marge, dit l'IGF, de 2020-2021. Donc en fait, sur cette séquence inflation, c'est quand même intéressant que ce soit... C'est une révision d'un rapport qu'ils avaient déjà rendu en novembre 2022, et dans lequel le secteur de l'industrie agroalimentaire, elle était en perte complètement. Voilà. Et là, ils ont fait un rattrapage. Ils ont fait un rattrapage. Sur 3 ans, ils n'ont que 1,5% d'augmentation. Okay. Donc, on va dire ils ont stagné. La grande distribution, c'est plus 10%. Et comme tu le dis, les agriculteurs, c'est plus 27%. Mais notamment, et quasiment, enfin, pour plus de moitié, c'est du fait de la hausse des cours mondiaux des céréales. Très bien. Donc, les grands, ils sont redescendus. Les grands céréaliers vendent au cours mondial, qui a doublé. En 3 ans, les prix des céréales ont doublé sur les marchés mondiaux. Donc, ils profitent de ça, les agriculteurs en profitent. Et puis, il y a aussi une couche... Non, mais ils sont descendus, les cours mondiaux du blé, tu vois, Jérôme. Ils sont descendus. Et les prix ne vont pas redescendre. Les prix ne vont pas redescendre. Et il y a autre chose. Tant mieux, hein, tant mieux, j'en sais rien. Une couche franco-française, c'est la promulgation en 2021 de la loi Egalim 2, qui fait que, en fait, l'industrie agroalimentaire ne va pas véritablement négocier les prix avec les agriculteurs parce qu'ils savent que mécaniquement, ils vont le reporter sur la grande redistribution, la grande distribution. Voilà, donc il y a une perte, il y a tous ces mécanismes qui sont à l'œuvre, mais c'est intéressant de décomposer. Je trouve que le travail de l'IGF a été intéressant parce qu'ils ont regardé dans la chaîne de la valeur ajoutée, ils ont décomposé maillon par maillon et regardé finalement qui prenait quoi, etc. Mais il ne faut pas mettre non plus tous les agriculteurs dans le même panier. Mais bien sûr, mais l'IGF dépend de qui ? De Bercy. De Bercy, bien sûr. Et on a quand même vu un ministre à Bercy, donc, enfin, j'espère qu'il l'a lu, ce rapport, avec les gars de la grande distribution derrière lui, en disant, bon, ils vont faire des efforts, c'est sur eux que repose l'ensemble des efforts que demande le gouvernement. Leclerc a d'ailleurs boycotté le truc en disant, je ne vais pas aller faire ce show de politique spectacle. Voilà, bon, la grande distribution, quand même, plus 10%. Mais où est-ce que tu vois plus 10% Moi, j'ai vu le commerce et distribution, c'est plus 0,7%. J'ai regardé ce rapport et sous le chapitre grande distribution, c'est d'accord, parce que le mien doit prendre tout le retail. En novembre,
C'était rien, c'était zéro, c'était même 0,5%. Et depuis novembre, ils ont largement rattrapé. La grande distribution a largement rattrapé. D'accord. Erwan ? Bon, 3 choses. Premièrement, effectivement, l'opération politique est absolument lunaire. Enfin, moi, je trouve que Michel-Édouard Leclerc a raison quand il dit si jamais on avait du gras, en fait, il fallait le casser avant. Moi, en ne s'affichant pas avec eux, il disait moi, je suis déjà à l'os, je vends quasiment tout prix coûtant. Bon. La grande distribution n'est pas que la seule façon de faire ses courses aussi. En fait, hier, c'était la promotion de ce que certains sociologues appellent la France moche. Tu sais, ces grands préfabriqués qu'on a en périphérie des centres-villes et qui ont tué en fait la plupart des centres-villes des villes moyennes. Ouais, enfin bon, dis donc, qui ont tué, qui ont permis. Alors ça, moi, je vais les défendre. Bien sûr, non, mais ça, je sais bien. Mais moi, Attends, s'il y a encore un tout petit peu, parce que tu sais, c'est ce que dit Thomas Philippon, notamment la prochaine révolution que va rater la France, c'est la révolution agricole. Bien sûr. Et s'il y a encore un tout petit peu d'innovation agroalimentaire, c'est à la grande distribution que tu le dois. C'est parce qu'elle a ouvert ses linéaires à des tas de gars. Je suis d'accord. Augustin Paluel-Marmont de Michel et Augustin le raconte très bien. S'il a réussi Michel et Augustin, c'est grâce à la grande distribution. C'est pas l'alpha et l'oméga du commerce. On est d'accord. C'est ce que je te dis. Or, ça a été présenté comme tel. Deuxièmement, sur le pouvoir d'achat des ménages qui est un peu plus frappant, moi, ce qui me glace le sang, c'est que quand on regarde l'économie qu'il va y avoir en rognant les quelques centaines de millions de marge, on est sur le 45-50 euros par ménage pour le trimestre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, et je trouve que c'est ça qui devrait plus nous inquiéter, c'est qu'en fait, les Français sont malheureusement à 15 euros par mois. Ouais. En termes de survie, on ne parle pas de loisirs, on ne parle pas d'abonnement Netflix, dépenses contraintes. En termes de survie, la plupart des ménages français sont à 15 euros par mois. La plupart ? Quand tu regardes les 3-4 premiers déciles, en tout cas ceux à qui justement ce panier anti-inflation s'adresse, c'est justement pour dire qu'il faut absolument qu'ils continuent à pouvoir s'alimenter. Donc du coup, tu es sur 30% à peu près des ménages qui vont profiter directement de ce panier-là et qui du coup sont à 15 euros par mois. 30%, donc, d'accord. Moi, je serais plutôt de me dire, est-ce que c'est pas inquiétant dans la 5e, 6e, 7e puissance mondiale, un pays justement qui se veut résolument tourner vers l'avenir, de se dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui à 15 euros près ont des difficultés alimentaires. Ah bah tu m'étonnes. Et donc dans ces cas-là, là c'est pas un affichage avec regardez avec mes copains, on a fait 10% en moins sur les couches et sur les dentifrices, mais c'est plutôt de se poser des questions vraiment très structurelles, à l'heure encore une fois où les comptes publics sont en rouge, mais ça c'est un autre problème, la productivité décroît, le revenu réel des salariés est en train de décroître aussi à cause justement du mécanisme d'inflation et de salaire qui ne suit pas. Donc je pense qu'il y a peut-être des questions plus structurelles à se poser qui sont beaucoup plus inquiétantes parce que tu ne pourras pas, les prix de toute façon ont cranté, les prix ne vont pas diminuer dans les prochaines années, il n'y aura pas de déflation, il y aura une décélération, il y aura une dérivée seconde, mais il n'y aura pas justement de diminution des prix. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire dans les 2, 3, 4, 10 prochaines années ? Plus de gains de productivité, plus de grandes innovations. Tu nous mets en joie. Mais non, mais je suis désolé. Mais bien sûr. Gouverner, c'est prévoir. De toute façon, assez souvent dans ce débat, on arrive à un moment où tu es obligé de faire ce que les psychologues appellent la collection de timbres. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que tu te retrouves face à des trucs qui s'emboîtent et qui sont inquiétants. Les Anglais sont là, non ? Qu'est-ce que tu dis, Bénédicte ? J'ai pas entendu. Rapproche-toi un peu. Je dis, pardon, c'est là que sont les Anglais, c'est-à-dire avec une situation qu'on n'avait pas rencontré depuis extrêmement longtemps quand même. Les Anglais ont fait n'importe quoi depuis le Brexit. Il y a autre chose, bien sûr, mais peut-être que ça dit aussi beaucoup de choses sur ce que nous, auquel on est confrontés. Peut-être que les économies occidentales sont confrontées aussi. Oui, enfin, c'était pas une question, mais dans ma réflexion, c'était de dire finalement, il y a plein de choses en fait qu'on croyait révolues qui en fait reviennent, et notamment cette question d'extrême pauvreté. Mais tu vois le truc quand même. Tu pourrais te dire, c'est là où encore une fois, je comprends pas le récit politique. Tu pourrais te féliciter de ce que, et Dieu sait, moi, alors j'étais au cœur du truc sur les lois Egalim, Dieu sait que j'y croyais pas une seconde. Tu pourrais te féliciter de ce que les agriculteurs en France aient récupéré du revenu, en faire même une grande publicité pour, pourquoi pas, attirer des vocations, te dire, tiens, là, il se passe quelque chose, on a quand même un modèle aussi intéressant avec des puissances agroalimentaires, Lactalis, etc., qui sont aujourd'hui dans un jeu qui s'équilibre avec ceux qui donnent de la ressource parce que la ressource devient de plus compliquée. Enfin, voilà. Et non, tu te retrouves à devoir tirer toujours sur les mêmes pour soi-disant satisfaire un discours poujadiste, alors pour le coup purement poujadiste, puisque c'est la naissance du poujadisme, elle est là, qui est là depuis les années 50. Non, mais parce que c'est dans la culture de la victime, en fait. On met tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire les agriculteurs, les grands céréaliers, c'est pas le petit fermier du coin. Non, mais c'est pas seulement les grands céréaliers. Moi, je connais bien la filière du lait, je peux te dire que oui, ça s'est bien passé. Ils ont eu des hausses
de marge. Absolument. Donc, les grands gagnants, ce sont les céréaliers. Ils ont pu s'équiper, voilà. ils peuvent moderniser, ils La peuvent viande apprendre des trucs incroyables d'ailleurs sur la voilà façon les dont trois grands le lait est géré points aujourd'hui. gagnés. Mais Ouais. les autres, alors, dans une moindre mesure, les légumiers aussi. Mais bon, il y en a qui perdent. Et le fait de mettre aussi tout le monde dans le même panier du point de vue des consommateurs, c'est ce que tu dis. Tu nous dis, il y a 3 déciles, les 3 déciles, on va dire les 30% des Français les moins aisés dans ce pays, qui ont des fins de mois difficiles, notamment sur l'alimentaire. Et à parallèle, il faut aussi quand même mettre ce chiffre avec la moyenne qui est que les Français jettent plus de 500 € de produits alimentaires à la poubelle tous les ans. Donc ça veut dire, bien sûr, il y a ces 3 premiers déciles qui ont des fins de mois difficiles, et puis il y en a d'autres, les 7 restants, qui, eux, jettent comme ça de la nourriture quasiment tous les jours à la poubelle. Donc c'est aussi ça, il faut des politiques plus ciblées. C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que quand on met tout le monde dans le même panier, on fait quelque chose de grosso modo, et ça en devient grotesque. C'est le cas de le dire, tout le monde dans le même panier. Ça veut dire que ça motive quand même l'idée du chèque alimentaire qui serait réservé à ces 3 déciles. Cette idée-là n'est pas complètement idiote. Non, mais en fait, elle n'est pas idiote si malheureusement elle ne s'additionnait pas à une politique justement de chèque qui est aussi complètement illisible. Est-ce que tu te rappelles du chèque bois, par exemple? Non, Bah voilà. j'ai raté le chèque bois. Le- J'ai des chiffres sur le chèque essence à vous donner tout à l'heure, mais j'ai raté le chèque T'as bois. ça, et moi je suis d'accord, tu sais, quand tu regardes le concepteur du libéralisme, Pierre Lepesant de Bois-Guilbert, qui est un Français, Cocorico, qui a inspiré à la fois Marx, Keynes et Smith, et du coup, ce qu'il te disait, il te disait une vraie économie libérale, ça lui a valu d'ailleurs d'être excommunié pendant 6 mois du Royaume de France, quand il a écrit son Factum de la France, il disait c'est un royaume qui prend en charge les plus pauvres, justement, on leur assure un toit, des vêtements et une gamelle, en gros, et si tu veux, le reste, on laisse complètement faire. Et donc, du coup, vu qu'on s'occupe de tout, sauf de ces 3-là, l'école est en un état catastrophique, le marché du logement est catastrophique, et le marché alimentaire, maintenant, est en train de devenir catastrophique. Mais qu'on s'occupe de tous les autres sujets qui, du coup, sont plus ou moins politiques, parce qu'ils rapportent peut-être 0,5 points de bonnes intentions de vote dans le JDD du dimanche prochain, et ben, du coup, on va se concentrer là-dessus. Et c'est pour ça que, malheureusement, on n'est ni dans un état libéral, ni dans un état qui, justement, fait des vraies politiques structurelles et qui, justement, compte. On est en train de construire, en fait, sans aucune fondation. Redonne-moi le nom, là, de... Pierre Lepesant de Bois-Guilbert. C'était, je vous conseille. Pierre Lepesant de Bois-Guilbert. Tout à fait. C'était un Normand. C'était pas du tout c'était un roturier. Et pourquoi j'ai jamais entendu parler de Pierre Lepesant de Pas très Bois-Guilbert? connu. Parce qu'on fait pas beaucoup de cours d'éducation à l'histoire, à des faits, et la pensée économique. Moi, j'ai eu la chance. Bah quand même, en fait, j'ai suivi une petite formation accélérée avec Tu lis Marx. notre cher Jean-Marc Daniel, quand même, et il m'a... Jean-Marc Daniel, Il fait pas partie des grands noms c'est de le premier l'histoire de la pensée c'est le économique. premier physiocrate. Non, Ah oui, voilà, bien c'est sûr. ça. Ah oui, C'est il te un parle des physiocrates, mais il te cite Il y pas a une Jean-Marc. vingtaine d'auteurs qui viennent avant lui, donc voilà. Non, c'est en pas le fait, premier qu'on il s'est fait tout étudie. voler par Keynes. Keynes a repris beaucoup de son truc François juste Quesnay, après. ouais, ok. Et quand tu lis Marx, c'est le seul économiste qui est cité en introduction par Marx, Keynes, Smith comme étant considéré comme une inspiration. Et c'était un libéral. Et, Quelle période C'était 1708-1710. Ok. Le Factum de la France, c'est... 16e siècle, d'accord. Et le truc, c'est que... Non, 17e. 18e. 18e, À la pardon. fin du règne de Louis XIV. Tout à fait. Ouais. C'est un contemporain de Louis XIV et il a écrit le Factum de la France en une nuit. Il dit en 6 mois, voilà ce qu'il faut faire pour que la France soit de nouveau la première puissance mondiale. Et en fait, il a été Ça excommunié. recette miracle, moi, j'y crois pas. Il a été excommunié que 6 mois parce que le roi justement lui a dit je peux pas laisser dire ça. C'est le premier rapport Attali de l'histoire, en fait. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et quand tu le lis, c'est hallucinant. Le mec a il y avait pas de formation en économie, et le mec en fait a compris notamment la question du mécanisme économique, du marché économique en se baladant sur le marché le matin. Et il disait si justement le poissonnier peut vivre, c'est parce que l'après-midi il va chez le cordonnier, qui lui-même va chez le comédien le soir, qui lui-même va chez le boulanger. Et en fait, il a compris grâce à ça que du coup la spéculation ne servait à rien et que du coup était anti-libéral et que du coup ce qui comptait en fait c'était justement la terre. Et que Keynes aura repris après avec plus de marketing et du coup Keynes est plus connu que... Qu'est-ce qu'on est savant, grâce Ouais, c'est top, hein. Non, parce que chaque essence, donc, les subventions, alors c'est d'une manière générale, les subventions aux énergies fossiles ont doublé l'an passé pour dépasser donc les 1000 milliards de dollars, c'est x2 par rapport à 2021. Dont 346 milliards de dollars pour le seul gaz. Donc ça, c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie. L'ampleur de ces interventions reste un signe inquiétant pour la transition énergétique, nous dit l'Agence internationale de l'énergie. Surtout si l'on ajoute, et ça c'est la Banque centrale européenne qui le dit, 1/10 seulement du soutien budgétaire à cibler les ménages à faible revenu. Donc voilà, le chèque alimentaire par rapport au départ de ce qu'il voulait faire d'un panier général pour tout le monde,
aura quand même le mérite de cibler ceux qui en ont besoin. Oui, mais je finis là-dessus. C'est ça qui est J'arrête- important. J'arrête de parler parce que j'ai coupé mon temps de parole avec Bois Guilbert, mais parce que il me passionne. J'ai fait un mémoire sur cet homme. Ah, voilà. Mais c'est passionnant, Mais, tu sais, dès qu'on apprend un truc, on est content. Mais le problème, c'est On vieillit pas. que c'est une rustine et c'est vu aussi quand tu discutes avec des gens qui sont éligibles à ce truc-là, c'est quelque chose qui... Enfin, les gens ne sont pas demandeurs de ça. Là-dessus, il y a un seul politique dans la classe politique qui le dit, c'est Ruffin, qui dit en fait, ces chèques-là ne servent à rien, il faut qu'on puisse C'est vivre vrai. de son salaire. C'est vrai. Et tu t'attaques pas justement au fondement même qui est que les salaires aujourd'hui sont beaucoup trop faibles. Le salaire médian a augmenté 2 fois moins vite que le SMIC et que le salaire du D9 ces 20 dernières années. Oui, mais alors là, si tu tires ce fil-là, tu tires tout le fil du modèle social, Et ben alors, mais du poids des cotisations. On est tous les 5 ans pour qu'ils s'en occupent, non Impossible. Moi, je partage pas cet avis. Parce Vas-y, que vas-y, le rustine, c'est dire aux ménages les plus nécessiteux, on vous aide, mais attention, cet argent doit être dépensé ici, là et là, et pas pour acheter des paquets de cigarettes, quoi. Je ne veux pas faire de jugement, mais ce que je veux dire, ça n'est pas que... C'est important de pouvoir cibler en demandant bien aux gens sûr, de le bien sûr. dépenser dans tel domaine et pas dans d'autres. Non, ce que je critique. Alors, tu sais, il y a une vision complètement opposée à ça, Là, qui est de c'est dire... une forme de privation de liberté, donc je Qui est suis de en train dire, parler. oui, Bah qui est de voilà, dire, oui. et notamment sur l'essence, c'était très intéressant, Oui. qui est de dire, tu les aides, donc tu leur donnes pas un chèque essence, tu leur donnes un chèque, et eux font leurs arbitrages ensuite. Pour l'essence, je suis d'accord, mais pas pour la nourriture. Ah, et d'accord, voilà, c'est ça. Ah, ok. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure sur les retraites. Oui. C'est-à-dire la retraite par capitalisation, est-ce qu'elle va bien? Quand on ouvre la porte aux décisions individuelles, on s'expose à des mauvais arbitrages. Ouais, des mauvais arbitrages. Donc, je suis à fond pour le chèque alimentaire, 100%. Le chèque essence, si ça sert, bien sûr, il y a des gens qui ont besoin de pouvoir se déplacer. Oui, mais pour tu es d'accord travailler. que sur l'essence, Mais- c'est beaucoup plus intelligent de donner de l'argent, Exactement. mais En pas disant- l'affecter à l'essence. Exactement. Ouais, d'accord. Mais c'est difficile parce qu'il faut quand même dire, c'est un chèque essence entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire, si vous le dépensez pas pour l'essence, on vous le donne quand même. À vous de faire vos arbitrages, et si vous Attention. préférez garder le pognon et aller prendre le RER de Bénédicte, à ce moment-là, Ce n'est plus mon RER. ça n'est Mon cœur y est quelquefois encore. Oui, je sais, oui, je vois, ça se voit, ça. Tu peux mais pas, ça de toute n'est- façon, tu peux pas sortir comme ça d'une telle expérience. Tiens, alors, petite histoire de RH. Je sais pas si ça t'intéresse, Bénédicte, si ça vous intéresse. Toujours plus de tu dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, donc, alors c'est Indeed qui fait ça. Voilà, donc là on voit un papier du Figaro et puis il y avait une chronique du Monde aussi qui a parlé de cette histoire. Histoire de mettre, donc alors, dans plus de 3% des annonces présentes sur la plateforme Indeed, il y a donc on parle au potentiel recruté en le tutoyant. C'est un quasi doublement sur 3 ans, prioritairement évidemment dans les secteurs marketing, médias, communication. Et c'est interprété comme, alors voilà, dans cette chronique que l'on voit là, notamment très intéressante d'ailleurs toutes les semaines sur les RH dans le monde, c'est interprété comme un frein à l'emploi des seniors. De fait, ça choque les seniors. Moi, je sais Mais que... moi, pas du tout. Pas du tout. Je me suis mis à tutoyer tout le monde depuis que je suis Ouais. vieux. Peut-être. Bon, Mais depuis moi, que j'ai tu es gradé, l'impression... c'est pas pareil. Hein Qu'est-ce que Tu es gradé. Non, j'étais gradé avant. Enfin, moi, je me rappelle, maintenant ça date, ça fait 6 ans, mais quand je suis passée de mon monde historique dont on vient de parler à ce monde qu'on va appeler le monde des startups pour faire court, De l'entrepreneuriat. ce qui m'a frappé dans les nouveaux codes, c'est précisément celui-là. Le fait d'avoir même plus un prénom mais un surnom, le fait d'être tutoyé et pas vous voyez, et tu vois, je suis passée de ma petite loi à Béné, enfin sans transition, si je puis dire. Ça m'a un peu fait bizarre. Bah oui, mais c'est J'ai cool, trouvé c'est ça la sympa. vie. J'ai Mais trouvé oui. ça sympa. Mais j'ai aussi remarqué qu'on était assez vite tutoyés, et j'ai quelques souvenirs de rendez-vous clients que j'ai pu faire où j'étais assez mal à l'aise de voir que à mes côtés quelqu'un tutoyait d'entrée de jeu un membre de Comex d'une banque, où je me suis dit, bon sang. Et il le prenait mal, le membre du COMEX de la Mais banque? non, mais il le prenait pas mal, mais il y avait un petit côté, laissons-nous tutoyer par un très jeune start-upper. C'était pas très grave finalement. C'était... Ah oui, c'est ça. Bon, et du coup, une espèce de côté sans doute un peu ridicule, enfin, dans l'histoire. Et à chaque fois, je suis surprise. Alors maintenant, ça me fait plus... Enfin voilà,
pas faire son vieux jeu. Mais ça, je me rends compte, par exemple, que quand je rédige un mail, spontanément, je vais vous voyez, alors que les gens qui sont à côté de moi et qui rédigent le même type de mail vont spontanément tutoyer. Et pour aller plus loin, le Lab RH, qui est une association qui valorise, on va dire, le nouveau futur du travail, a sorti un contrat de travail, un modèle de contrat de travail dans lequel on tutoie la personne, on lui explique les choses en retirant tout le verbiage du droit social. C'est assez drôle. Et l'idée est justement de créer un univers dans lequel les gens se sentent comme à la maison. Voilà. Est-ce que je pose une question naïve, j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est pas une manière de flécher un petit peu les postes en disant voilà, un senior qui lit cette offre d'emploi, il comprend que c'est pas pour lui. Ouais. Je sais pas si c'est cynique. C'est ce que dit Indeed un peu. Je sais pas si c'est cynique, mais la vérité c'est que ça conduit naturellement à ça, de fait, parce qu'on n'est pas très à l'aise avec ces codes-là. Ouais. Bon. Après, si on doit changer, si avec ça à changer comme code, en fait, quand on arrive dans ce milieu, ce serait pas si grave. Mais il y a du lavage de cerveau aussi dans cet univers. Mais tout le monde professionnel a ses propres codes. Celui-là, pas moins que les autres. Bon. Erwan, tu as un avis en tant que... Non, c'est pas du tout mon champ d'expertise. non, mais tu as le droit d'avoir un avis, Oui, c'est un avis purement qui ne soit pas puisé dans les écrits du XVIe siècle ou du XVIIIe siècle. C'est un avis... à l'époque, on avait du tutoiement plus facile, ça c'est sûr. Mais non, c'est un avis purement personnel. Moi, je supporte pas le tutoiement direct. Je trouve que... Ah, c'est vrai? Ah non, moi c'est vouvoiement directement, sauf quand on me tutoie, le tutoiement est réciproque. Ah bah oui, bien sûr, il est réciproque. Non, mais il doit être réciproque. Ah oui, mais c'est on est d'accord. Tu sais, moi, je pas parler de moi, mais j'ai eu d'autres fonctions syndicalistes quand j'étais jeune étudiant, pas à l'UNEF, je te rassure, mais dans une organisation qui s'appelait AFAGE, et on avait souvent des réunions avec des représentants beaucoup plus âgés que nous. Le tutoiement était systématique parce qu'il y avait le côté âge, et donc du coup, nous renvoyer un tutoiement quand tu as 19 ans et que tu viens réclamer une hausse de tel et tel volume horaire ou d'augmentation de tes bourses, et qu'en face tu renvoies un tutoiement, c'était vu effectivement comme la personne, comme une défiance, une mise à égalité. Ouais. Mais c'était politique là pour le coup. Et par contre, toutes ces offres, moi ce qui me fait marrer, c'est que toutes ces offres, effectivement, où on tutoie, je parle sous l'égide de la DRH, mais quand on regarde après les processus de recrutement, il faut faire une demi-heure de Skype avec machin, 3/4 d'heure avec le CDFO, machin, des intitulés que tu connais pas, puis une vidéo de 30 minutes, puis 2 heures de machin, et qu'en plus après, quand tu regardes les indicateurs de bien-être dans ces entreprises-là, et qu'en fait, c'est absolument invivable pour la plupart de ces salariés-là, il faudrait peut-être qu'ils se concentrent peut-être sur plus de formalisme d'affichage et un management qui soit plus bienveillant à la fin. Merci, chers amis. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle heure de débat.